Actuellement, en Côte d'Ivoire, tout va mal. Très très mal. Ils ont démoli tout un quartier, cassé et détruit les maisons. Ils ont jeté les femmes dehors. Les enfants, les nouveau-nés. Les vieux et les vieilles, les jeunes. Ils ont foutu la vie de personnes, vivantes dans leur propre maison complètement en l'air. Ici, nous allons vous expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. Pourquoi casser les maisons? Pourquoi jeter ces pauvres gens dehors? Pourquoi détruire leur vie? Pourquoi, sans même les avertir, sans préavis, sans rien du tout? Un bon matin, les autorités se sont débarquées avec des tracteurs et ils ont rasé les maisons. Actuellement, les mamans sont dehors sous la pluie, sous le soleil, et ça devient très dur et très compliqué. Vous voulez comprendre? Restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est ici que nous allons tout vous expliquer. Imaginez, vous êtes chez vous, c'est le matin, le soleil vient à peine de se lever. Vos enfants dorment encore, votre bébé est dans ses langes, votre mère âgée est allongée sur son lit. Vous n'attendez rien, vous ne vous méfiez de rien, parce que cette maison, c'est la vôtre. Vous y avez vécu des années, vous y avez ri, pleuré, grandi. Vous y avez enterré des souvenirs et construit des projets. Et puis, soudain, vous entendez un bruit sourd, un grondement, un tremblement qui vient du sol. Vous sortez. Et là, devant vos yeux, vous voyez l'impensable. Des tracteurs, des engins gigantesques, des hommes en uniforme, des bulldozers qui avancent, lentement, méthodiquement, inexorablement, vers votre maison. Personne ne vous a prévenu. Personne ne vous a convoqué. Personne ne vous a remis un papier, une lettre, un avis officiel. Rien. Pas un mot. Pas un délai. Pas une explication. Du jour au lendemain, sans que vous ayez pu rassembler vos affaires, sans que vous ayez pu mettre vos enfants en sécurité, sans que vous ayez pu dire au revoir à ce toit qui vous protégeait depuis des années. Tout s'est effondré, littéralement. Les murs sont tombés. Les toits ont cédé. Les portes ont volé en éclats. Et avec eux, c'est toute une vie qui s'est réduite en poussière. Ce n'est pas une scène de film. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité brutale que des centaines de familles ivoiriennes ont vécu ce matin-là. Des familles ordinaires, des gens simples, des travailleurs, des mères au foyer, des étudiants, des retraités, des êtres humains qui n'avaient là commis aucun crime, si ce n'est celui d'habiter là où ils habitaient depuis toujours. Et en quelques heures, tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils possédaient, tout ce qui faisait leur quotidien a été pulvérisé par des machines que personne n'avait demandé. Ordonnés par des autorités qui n'ont daigné s'expliquer devant personne. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont glacé le sang de tous ceux qui les ont vus. Des femmes en larmes, les bras chargés de casseroles et de vêtements, errant dans la rue sans savoir où aller. Des vieillards assis sur les décombres de leur propre maison, le regard perdu, incapables de comprendre ce qui venait de leur arriver. Des enfants en bas âge, pieds nus sur la latérite rouge, pleurant sans comprendre pourquoi leur maison n'existait plus. Et des nouveau-nés, oui. Des nouveau-nés, arrachés à leur berceau, exposés en plein air, sous un soleil de plomb ou sous des averses tropicales, sans abri, sans protection, sans avenir immédiat. Ce quartier avait un nom, ce quartier avait une âme. Des générations entières y avaient grandi, des commerces s'y étaient développés, des liens s'y étaient tissés. Et en une matinée, ce tissu social, humain, affectif, a été déchiré sans ménagement, sans compassion, sans même la moindre once, d'humanité de la part de ceux qui ont donné l'ordre de démolir. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, la question qui brûle les lèvres de chaque Ivoirien qui a regardé ces images avec horreur, c'est celle-ci. Comment en est-on arrivé là? Et qui doit répondre de ce désastre humain? Qui sont les victimes? Des visages, des vies, des histoires. Quand on parle de démolition, quand on parle d'expulsion, quand on parle de quartiers rasés, on a tendance à utiliser des chiffres, des statistiques froides, des pourcentages abstraits. On dit tant de maisons détruites, tant de familles déplacées, tant de mètres carrés démolis. Et dans ces chiffres, on oublie l'essentiel. On oublie les visages. On oublie les noms. On oublie que derrière chaque maison effondrée, il y avait une vie entière. Une histoire unique. Un être humain qui se levait chaque matin, qui avait des rêves, des habitudes, des amours, des peurs. Aujourd'hui, nous refusons de parler en chiffres. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces gens, de ces vraies personnes, de ces victimes que personne ne semble vouloir regarder en face. Commençons par elles. Les mères, ces femmes que l'on a vues sur les vidéos, les bras chargés de tout ce qu'elles avaient pu attraper dans la précipitation, les yeux rouges de larmes et de poussière, marchant dans une rue qui n'était plus la leur. Ces femmes qui, quelques heures avant, préparaient le petit déjeuner de leurs enfants, qui planifièrent leur journée, qui vivaient. Ces femmes que personne n'a prévenues. Ces femmes à qui personne n'a dit « Prépare-toi,
Demain, tu n'auras plus de toit. Elles ont tout perdu en une matinée. Leurs affaires, leurs meubles, leurs documents administratifs, leurs économies cachées sous le matelas, leurs photos de famille, leurs souvenirs. Tout en une matinée. Et les enfants. Parlons des enfants. Ces petits êtres qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui voient leurs parents pleurer sans savoir pourquoi, qui posent des questions auxquelles personne ne peut répondre. Maman, pourquoi notre maison n'est plus là? Papa, où est-ce qu'on va dormir ce soir? Des enfants qui allaient à l'école dans ce quartier. Des enfants qui avaient leurs amis, leur terrain de jeu, leurs repères. Du jour au lendemain, tous ces repères ont disparu. Et avec eux, une partie de leur enfance, une partie de leur sentiment de sécurité, une partie de leur confiance dans le monde des adultes censés les protéger. Mais il y a pire encore. Il y a les nouveau-nés. Ces bébés qui n'ont pas même quelques semaines d'existence et qui se sont retrouvés exposés au soleil brutal de la Côte d'Ivoire ou sous des pluies torrentielles, sans abri, sans protection suffisante. Des nourrissons arrachés à leur berceau, portés dans des bras affolés, déposés sur des nattes à même le sol de la rue. Ces bébés qui ne savent pas ce qu'est une démolition, qui ne savent pas ce qu'est une expulsion, qui ne savent pas ce qu'est l'injustice, mais qui en subissent déjà toutes les conséquences, dans leur chair fragile et vulnérable. Chaque heure passée dehors pour ces nouveau-nés est une heure de danger. Une heure de risque sanitaire. Une heure d'indignité absolue. Ah, et les vieux. Ces hommes et ces femmes âgées qui avaient passé des décennies dans ce quartier. Qui avaient vu ce quartier naître, grandir, se développer. Qui y avaient enterré des êtres chers. Qui y avait vu naître leurs petits-enfants. Ces anciens qui n'ont plus la force de tout recommencer. Qui n'ont plus l'énergie de reconstruire. Qui n'ont souvent plus personne pour les aider à se relever. On les a vus assis sur des parpaings brisés, le regard vide, incapables de bouger, incapables de réagir, comme foudroyés, comme si une partie d'eux-mêmes était morte en même temps que leur maison. Pour un vieillard, perdre sa maison, ce n'est pas perdre des murs, c'est perdre son identité, c'est perdre sa dignité, c'est perdre la preuve vivante d'une vie entière de labeur. Et les jeunes, enfin, ces garçons et ces filles qui construisaient de leur avenir dans ce quartier, qui travaillaient, qui étudiaient, qui entrepreneuriaient, qui avaient peut-être un petit commerce, un atelier, un projet, qui avaient investi leurs premières économies dans un bout de terrain, dans une chambre, dans un avenir possible. En une matinée, cet avenir a été démoli lui aussi, avec les murs, avec les toits, avec tout le reste. Ces jeunes qui regardent, aujourd'hui les décombres, de leurs rêves, et qui se demandent si ce pays a vraiment une place pour eux. Ces jeunes dont la colère, sourde et profonde, est peut-être la chose la plus dangereuse que cette démolition aura produite. Pourquoi ces démolitions? Ce que disent les autorités? Quand des bulldozers débarquent à l'aube dans un quartier habité, quand des familles entières se retrouvent à la rue en quelques heures, quand des nouveau-nés pleurent sur des décombres encore fumants. La première question que tout le monde se pose est toujours la même. Pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi ces gens-là? Et inévitablement, les regards se tournent vers les autorités, vers ceux qui ont donné l'ordre, vers ceux qui ont envoyé les tracteurs, vers ceux qui, quelque part dans un bureau climatisé, ont signé un document qui a condamné des centaines de familles à se retrouver, sans toit du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces autorités? Qu'est-ce qu'ils avancent pour justifier l'injustifiable? Écoutez bien, parce que leurs arguments méritent d'être entendus, et surtout, ils méritent d'être analysés. Le premier argument que l'on entend toujours dans ces situations, c'est celui de l'irrégularité foncière. Les autorités affirment que ces maisons ont été construites sur des terres qui ne leur appartenaient pas légalement, que ces habitants étaient, selon les termes officiels, des occupants illégaux, que ces constructions avaient été érigées sans permis, sans titre foncier valide, sans autorisation préalable des services compétents. En d'autres termes, selon la version officielle, ces gens n'auraient jamais eu le droit d'être là. Leur maison n'aurait jamais dû exister. Et l'État, en les démolissant, n'aurait fait que rétablir un ordre juridique qui avait été violé. Voilà ce que disent les autorités. Voilà leur version des faits. Le deuxième argument avancé concerne les zones non constructibles. Certains quartiers populaires en Côte d'Ivoire ont été construits sur des espaces que l'urbanisme, officiel classe comme inconstructibles, zones inondables, emprises de voiries futures, couloirs de servitude, périmètres de sécurité autour d'infrastructures publiques. Les autorités expliquent que ces constructions représentent un danger pour leurs occupants eux-mêmes. Et qu'en les démolissant, elles protègent paradoxalement ces populations contre des risques naturels ou techniques. Un argument qui pourrait sembler bienveillant, presque protecteur, si seulement il s'accompagnait d'une solution de relogement digne de ce nom.
Et justement, le troisième argument que l'on entend régulièrement, c'est celui du grand projet d'urbanisme. Des routes à construire, des autoroutes à prolonger, des infrastructures modernes à ériger. Un Abidjan qui se veut métropole internationale, vitrine de l'émergence ivoirienne, modèle de développement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les autorités présentent ces démolitions comme le prix inévitable du progrès, comme un sacrifice nécessaire pour le bien commun, comme une douleur passagère au service d'un avenir meilleur pour tous. Le problème, c'est que ce discours sur l'avenir meilleur, les familles expulsées, elles, ne le voient pas. Elles ne voient que le présent. Et le présent, c'est la rue. Mais voilà où le bas blesse. Voilà où la version officielle commence à se fissurer dangereusement. Parce que même si l'on accepte pour un instant que ces arguments juridiques et urbanistiques soient valides, même si l'on concède que l'État avait effectivement le droit d'agir, une question fondamentale demeure entière et sans réponse satisfaisante. Pourquoi sans préavis? Pourquoi sans délai raisonnable? Pourquoi sans solution de relogement préparée à l'avance? Pourquoi des tracteurs à l'aube, sans que les habitants aient eu le temps de sauver leurs affaires, leurs documents, leurs médicaments, leurs économies? Même quand la loi autorise une expulsion, elle impose une procédure. Elle impose des droits aux personnes expulsées. Elle impose une humanité minimale dans l'exécution. Et c'est précisément cette humanité minimale qui semble avoir été totalement absente ce matin-là. Les témoignages des habitants sont unanimes. Personne n'a reçu de convocation officielle. Personne n'a été informé d'une décision de justice. Personne n'a vu passer un huissier, un agent administratif, un représentant quelconque de l'État venu expliquer, justifier, accompagner. Les tracteurs sont arrivés seuls, avec leurs opérateurs, et avec l'indifférence froide de ceux qui exécutent des ordres sans se demander sur quelles vies humaines ces ordres vont s'abattre. Alors oui, les autorités ont leurs arguments. Mais entre un argument juridique et une famille à la rue avec un nouveau-né dans les bras, il y a un gouffre moral que aucun texte de loi ne peut combler. Maison avait une histoire. Des années de sacrifices réduites en poussière. On ne construit pas une maison en Afrique comme on achète un meuble dans un magasin. On ne pose pas les premières pierres d'un foyer comme on signe un contrat commercial. Non, en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs sur ce continent, où la vie coûte cher et où les salaires restent maigres, construire sa maison, c'est l'œuvre d'une vie entière. C'est le projet de 20 ans. C'est la somme de milliers de petits sacrifices quotidiens, de repas sautés, de fêtes auxquelles on n'a pas pu assister, de vacances auxquelles on a renoncé, d'habits qu'on n'a pas achetés. Pour économiser chaque franc CFA et le mettre de côté, pierre après pierre, mois après mois, année après année. Et quand les bulldozers sont arrivés ce matin-là, ce n'est pas seulement des murs qu'ils ont démolis. C'est toute cette histoire, toute cette sueur, toute cette vie sacrifiée, réduite en poussière en quelques heures. Prenez le temps d'imaginer ce que représente une maison. Pour une famille ivoirienne ordinaire, tout commence souvent par un père de famille, un travailleur humble, un petit commerçant, un fonctionnaire au bas de l'échelle, qui décide un jour que ses enfants ne grandiront pas toute leur vie dans une location précaire. Qui décide qu'il va construire, qu'il va laisser quelque chose de solide derrière lui. Quelque chose qui portera son nom. Quelque chose qui dira à ses enfants et à ses petits-enfants. Votre père, votre grand-père a travaillé dur. Il a souffert, mais il a construit. Et cette maison, c'est la preuve de sa dignité. C'est le monument de son passage sur cette terre. Alors cet homme économise. Pendant des années, il économise. Il se prive. Sa femme se prive. Ses enfants se privent. Chaque mois, une somme mise de côté. Parfois maigre, parfois insignifiante, mais régulière, obstinée, inébranlable. Et puis un jour, il y a assez pour acheter le terrain. Pas un grand terrain. Pas un beau terrain dans un quartier résidentiel. Un petit bout de terre dans un quartier populaire, là où les siens vivent, là où il connaît ses voisins, là où ses enfants ont leurs amis. Il achète ce terrain avec toutes ses économies. Il signe les papiers qu'on lui présente, souvent sans en comprendre tous les détails juridiques, parce que personne ne lui a jamais appris à lire un contrat foncier. Il fait confiance, il paie, et il commence à construire. La construction, elle aussi, prend des années. D'abord les fondations, puis les murs du rez-de-chaussée, puis le toit provisoire en tôle, parce qu'il n'a pas encore les moyens d'aller plus haut. Puis, progressivement, au fil des années, les finitions. Le carrelage dans le salon, le crépi sur les murs extérieurs, la peinture dans les chambres. Chaque amélioration est une victoire. Chaque étape franchie est une fierté. Les voisins voient de la maison grandir. La famille s'y installe progressivement, même quand elle n'est pas encore terminée, parce qu'on n'a plus les moyens de payer la location en attendant que la construction soit achevée. On vit dans le chantier.
On mange dans le chantier, on dort dans le chantier, et on continue à construire. Dans ces maisons démolies, il y avait tout cela. Il y avait les carreaux choisis avec soin dans un marché de matériaux de construction, un samedi matin, par une mère de famille qui avait mis des mois à économiser pour se les offrir. Il y avait les murs peints en jaune, parce que c'était la couleur préférée de la fille aînée. Il y avait la petite boutique aménagée en façade, celle qui permettait à la famille de générer un revenu complémentaire, celle qui nourrissait les enfants quand le salaire du père ne suffisait pas. Il y avait le puits creusé à la main par le grand-père. 20 ans plus tôt, il y avait le manguier planté dans la cour le jour de la naissance du premier fils. Tout cela avait une valeur que nul expert foncier ne peut estimer. Une valeur qui n'existe dans aucun registre cadastral. Une valeur humaine. Une valeur mémorielle. Et voilà que tout cela, en quelques heures, n'existe plus. Les carreaux sont brisés sous les chenilles des bulldozers. Les murs jaunes sont effondrés. La petite boutique n'est plus qu'un amas de parpaings et de ferrailles tordues. Le puits est comblé sous les décombres. Et le manguier, ce manguier planté avec amour le jour d'une naissance, a été arraché, renversé, écrasé, comme si sa présence dans ce monde n'avait jamais eu la moindre importance. Ce que ces familles ont perdu ce matin-là ne se reconstruit pas en quelques semaines. Certaines choses ne se reconstruisent tout simplement jamais. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus cruelle de toute cette histoire. Sous la pluie, sous le soleil, la survie au quotidien après la démolition, il y a un moment, dans toute catastrophe humaine, où le choc initial laisse place à quelque chose de plus insidieux, de plus durable, de plus dévastateur encore. Ce moment où les caméras s'en vont, où les curieux rentrent chez eux, où les partages sur les réseaux sociaux ralentissent, et où les victimes, elles, restent, seules, dehors, sans toit, sans rien. Ce moment, ces familles ivoiriennes l'ont atteint. Et ce qu'elles vivent maintenant, dans l'ombre de l'indifférence générale, est peut-être encore plus difficile à regarder en face que les images de démolition elles-mêmes. Parce que la démolition, c'est un instant. Aussi brutal soit-il, c'est un instant. Mais ce qui vient après cette survie au quotidien dans la rue, sous les éléments, sans ressources, sans perspective, cela dure. Cela s'étire, cela use. Cela détruit lentement ce que les bulldozers n'ont pas encore réussi à briser. Commençons par ce que tout le monde a vu sur les images. Ces femmes assises à même le sol, entourées de leurs affaires entassées en désordre, des matelas mouillés, des casseroles cabossées, des habits froissés sortis à la hâte de maisons qui n'existent plus. Ces femmes qui regardent le ciel avec une expression que l'on ne peut pas décrire autrement que comme de la stupéfaction mêlée de terreur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le ciel peut être un ennemi redoutable. Quand la saison des pluies s'installe, elle s'installe sans prévenir et sans pitié. Des averses brutales, torrentielles, qui transforment les rues en rivières en quelques minutes. Et ces familles, sans toit, sans abri, sont exposées à tout cela. Leurs maigres affaires sauvées des décombres se mouillent, se détériorent, disparaissent progressivement sous l'effet de l'eau et de l'humidité. Mais il y a aussi le soleil. Ce soleil ivoirien qui peut être aussi impitoyable que la pluie. Ces températures qui grimpent sans relâche en milieu de journée, transformant la rue en four à ciel ouvert. Ces enfants aux peaux brûlées, ces vieillards déshydratés, ces nourrissons dont les corps fragiles ne sont pas équipés pour résister à une telle exposition. La déshydratation, l'insolation, les infections cutanées, les maladies respiratoires, tout cela guette ces familles à chaque heure qui passe. Et quand on est à la rue, sans argent, sans documents administratifs souvent perdus dans la démolition, sans couverture médicale facilement mobilisable, une simple maladie peut rapidement devenir une catastrophe sanitaire. Parlons de la nuit. Parce que la nuit dans la rue, c'est une autre dimension de cette épreuve. La nuit, les dangers changent de visage. Ce ne sont plus les tracteurs, ni la chaleur, ni la pluie. C'est l'insécurité. Ce sont les regards mal intentionnés sur des femmes seules et vulnérables, sur des jeunes filles sans protection, sur des biens sans surveillance. Ces familles qui dormaient derrière des portes fermées à clé, dans l'intimité de leur foyer, se retrouvent soudainement exposées à tout, au vu et au su de tous, sans barrière, sans protection, sans intimité d'aucune sorte. Les mères serrent leurs enfants contre elles dans l'obscurité. Les pères veillent toute la nuit, les yeux grands ouverts, épuisés mais incapables de dormir, parce qu'ils savent que personne d'autre ne protégera leur famille. Et puis il y a la question de la nourriture. Comment nourrir ces enfants quand on est à la rue? Comment faire la cuisine sans feu, sans ustensiles, sans espace? Ces familles qui avaient l'habitude de préparer leurs repas dans leur cuisine, aussi modestes soient-elles, se retrouvent dépendantes de la charité des voisins, des associations, des passants compatissants. Certains jours,
les enfants mangent. D'autres jours, ils ne mangent pas. Et cette incertitude alimentaire, ce ventre qui crie et que l'on ne peut pas nourrir, est l'une des humiliations les plus profondes que l'être humain puisse endurer. Surtout quand on est parent, surtout quand on regarde ses enfants dans les yeux et qu'on ne peut pas répondre à leur faim. Les nouveau-nés, dans tout cela, représentent le cas le plus alarmant, le plus urgent, le plus criant d'injustice. Un nourrisson a besoin de chaleur constante. Il a besoin de propreté. Il a besoin de soins réguliers. Il a besoin d'une mère qui elle-même mange correctement pour pouvoir l'allaiter. Chaque jour qui passe sans solution de relogement pour ces familles avec nouveau-nés est un jour de danger supplémentaire. Pour ces petites vies qui viennent à peine de commencer. Et si l'un de ces bébés venait à tomber gravement malade, si l'un de ces nourrissons ne survivait pas à cette exposition forcée aux éléments, qui porterait cette responsabilité? Qui répondrait de cette mort? La question mérite d'être posée, hautement, clairement, et sans détour. 0. Préavis, 0 indemnisation. L'État a-t-il respecté la loi? Il y a une question qui revient sans cesse, dans la bouche de tous ceux qui ont suivi cette affaire. Une question simple en apparence, mais dont la réponse engage la responsabilité entière de l'État ivoirien. Cette question, la voici. Est-ce que ce qui s'est passé ce matin-là était légal? Est-ce que des bulldozers peuvent débarquer à l'aube dans un quartier habité, raser des maisons, jeter des familles à la rue, sans qu'aucune procédure légale n'ait été respectée? Est-ce que l'État peut agir ainsi, en toute impunité, sans rendre de comptes à personne? Parce que si la réponse est oui, alors nous ne sommes plus dans un état de droit. Et si la réponse est non, alors quelqu'un quelque part a violé la loi. Et cette personne doit répondre de ses actes devant la justice. Voici ce que dit la loi. Voici ce qui aurait dû se passer. Et voici ce qui s'est réellement passé. En Côte d'Ivoire, comme dans tout État qui se réclame de l'état de droit, la procédure d'expulsion est encadrée par des textes précis. Le code foncier ivoirien, les textes relatifs à l'urbanisme et à l'habitat, ainsi que les principes généraux du droit administratif, imposant tous une même exigence fondamentale. Avant toute démolition, avant toute expulsion, les occupants doivent être informés. Ils doivent recevoir un avis officiel, un document écrit, signé, daté, notifié en bonne et due forme, qui leur indique clairement la nature de la décision prise, les motifs juridiques qui la fondent, et le délai dont ils disposent pour quitter les lieux ou pour contester cette décision, devant les tribunaux compétents. Ce délai de préavis n'est pas une faveur que l'État accorde aux occupants par générosité. C'est un droit fondamental, un droit qui existe précisément pour permettre aux personnes concernées de prendre leurs dispositions, de mettre leurs affaires en ordre, de chercher une solution de relogement, de récupérer leurs documents importants, de contacter un avocat si elles souhaitent contester la décision. Ce délai, dans la plupart des procédures d'expulsion légale, est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, selon la nature et l'ancienneté de l'occupation. Or, qu'est-ce que les habitants de ce quartier ont reçu comme préavis? Rien, absolument rien. Pas un papier, pas une convocation, pas un avertissement verbal. Rien du tout. Deuxième exigence légale fondamentale, la décision d'expulsion doit, dans la quasi-totalité des cas, être précédée d'une décision de justice. Ce n'est pas à l'administration seule de décider, unilatéralement, qu'une maison sera démolie et que ses occupants seront mis à la rue. C'est au juge de le dire. C'est au tribunal administratif ou au tribunal civil, selon les cas, d'examiner la situation, d'entendre les deux parties, de vérifier la légalité des titres d'occupation et de prononcer ou non l'expulsion. Cette intervention du juge est une garantie essentielle contre l'arbitraire. Elle est le bouclier que la loi place entre le citoyen ordinaire et la toute-puissance de l'État. Or, dans cette affaire, a-t-on vu des décisions de justice rendues et signifiées aux habitants? A-t-on vu des huissiers de justice se présenter avec des ordonnances d'expulsion dûment notifiées? La réponse, encore une fois, semble être non. Et troisième pilier de la légalité. En matière d'expulsion, l'indemnisation ou le relogement. Même lorsqu'une expulsion est juridiquement fondée, même lorsqu'elle répond à un intérêt général légitime comme la construction d'une infrastructure publique, la loi ivoirienne, comme le droit international des droits humains auquel la Côte d'Ivoire a souscrit, impose à l'État de prévoir une compensation pour les personnes déplacées. Cette compensation peut prendre la forme d'une indemnité financière calculée sur la valeur des biens détruits. Elle peut prendre la forme d'une offre de relogement dans un site aménagé et décent. Mais elle doit exister. Elle est obligatoire. Elle n'est pas optionnelle. Or, qu'a-t-on proposé à ces familles? Qu'a-t-on mis en place pour les accueillir après la démolition?
Qu'a-t-on prévu pour les nouveau-nés, pour les vieillards, pour les malades qui se retrouvaient soudainement sans toit? Les organisations de défense des droits humains qui ont observé cette situation de près sont formelles. Ce qui s'est passé dans ce quartier ivoirien ressemble à ce que le droit international qualifie d'expulsion forcée. Une expulsion forcée, selon les Nations Unies, c'est le fait de faire partir des personnes de manière permanente ou temporaire de leur logement sans qu'elles y aient consenti librement et sans qu'elles aient accès à des formes appropriées de protection légale. Cette définition colle parfaitement à ce que ces familles ont vécu. Et une expulsion forcée, aux yeux du droit international, est une violation grave des droits humains fondamentaux. Une violation que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État signataire de nombreuses conventions internationales, n'a pas le droit de commettre impunément. Alors la question finale, celle qui doit résonner dans les consciences de tous les Ivoiriens, de tous les Africains, de tous les êtres humains attachés à la dignité humaine, est celle-ci qui va répondre de tout cela. Qui va assumer la responsabilité de ces familles à la rue? La colère qui monte, les habitants parlent, la communauté se mobilise. Il y a un moment dans toute injustice où le silence se brise, où la sidération initiale, ce choc qui paralyse, qui fige, qui empêche de réagir, laisse progressivement place à autre chose. Quelque chose de plus chaud, de plus intense, de plus dangereux aussi. Ce quelque chose, c'est la colère. Et dans ce quartier ivoirien dévasté, cette colère est en train de monter. Lentement d'abord, comme une eau qui chauffe, puis de plus en plus vite, de plus en plus fort. Parce que ces familles ont compris une chose fondamentale. Personne ne viendra les sauver si elles ne parlent pas. Personne n'entendra leur douleur si elles la gardent enfouie sous les décombres de leurs maisons effondrées. Alors elles parlent, elles témoignent, elles crient, et leur voix, amplifiée par les réseaux sociaux, par les smartphones, par les partages en chaîne, commence à traverser les frontières de ce quartier pour toucher des milliers, des dizaines de milliers de personnes à travers toute la côte d'Ivoire et bien au-delà. Les premiers à avoir pris la parole sont les femmes. Ce sont presque toujours les femmes, ces mères qui ont tout perdu et qui, malgré tout, trouvent encore en elles la force de se lever, de regarder une caméra en face et de dire la vérité. Des témoignages bruts, sans fioritures, sans mise en scène, sans discours préparé. Des femmes qui pleurent en parlant, qui s'arrêtent, qui reprennent, qui cherchent leurs mots pour décrire quelque chose qui dépasse les mots. Des femmes qui montrent leurs mains vides et qui disent « Voilà ce qu'il me reste ». Des femmes qui montrent leurs enfants assis sur des décombres et qui demandent, la voix brisée, « Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez dans quel état on nous a mis ?» Ces témoignages, filmés sur des téléphones portables souvent tremblants, ont envahi les réseaux sociaux et ils ont fait l'effet d'une bombe. Parce que les Ivoiriens ont regardé ces vidéos. Ils les ont regardées sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Ils les ont regardées dans leur salon, dans leur bureau, dans les transports en commun. Et beaucoup n'ont pas pu regarder sans réagir. Les commentaires se sont multipliés par milliers. La solidarité s'est organisée spontanément, comme elle sait si bien le faire en Afrique, dans ces moments où l'État défaille et où c'est la communauté qui prend le relais. Des particuliers ont commencé à collecter de la nourriture, des vêtements, des médicaments. Des associations de quartier se sont mobilisées. Des jeunes ont organisé des convois d'aide. Des commerçants ont ouvert leurs entrepôts pour servir d'abri provisoire. Cette solidarité populaire, aussi touchante soit-elle, ne remplace pas ce que l'État aurait dû faire. Mais elle dit quelque chose d'essentiel sur l'âme de ce peuple. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation a pris une autre dimension encore. Des influenceurs ivoiriens, des journalistes indépendants, des activistes des droits humains ont relayé les témoignages, ont posé des questions, ont interpellé les autorités publiquement. Des hashtags ont émergé, des pétitions ont commencé à circuler, des appels à manifester ont été lancés. Et cette caisse de résonance numérique a donné à cette affaire locale une dimension nationale, voire internationale. Des membres de la diaspora ivoirienne en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, ont commencé à réagir, à partager, à exiger des explications. Des organisations internationales de défense des droits humains ont commencé à s'intéresser au dossier. Et soudainement, ce quartier rasé dans l'indifférence d'un matin ordinaire est devenu un symbole. Le symbole de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus urgent. Mais il y a aussi une colère qui ne s'exprime pas sur les réseaux sociaux. Une colère plus silencieuse, plus sombre, plus inquiétante. Celle des hommes qui ont tout perdu et qui ne pleurent pas, qui ne parlent pas, qui regardent les décombres de leur maison, avec des yeux où quelque chose s'est éteint. Ces hommes qui ont passé 20 ans à construire et qui en quelques heures ont tout vu s'effondrer.
Ces pères de famille qui ne savent pas comment regarder leurs enfants en face. Cette colère-là, froide et rentrée, est peut-être la plus dangereuse de toutes. Parce qu'elle ne crie pas, elle couve. Et ce qui couve, longtemps finit toujours par exploser d'une manière ou d'une autre. Des leaders communautaires, des chefs de quartier, des représentants associatifs ont tenté d'organiser la réponse collective de manière pacifique et structurée. Ils ont cherché à obtenir des audiences auprès des autorités locales. Ils ont rédigé des courriers officiels. Ils ont sollicité l'intervention de parlementaires, de défenseurs des droits, d'organisations humanitaires. Certains ont obtenu des rendez-vous qui n'ont rien donné. D'autres attendent encore des réponses qui ne viennent pas. Et pendant ce temps, les familles sont toujours dans la rue. Les bébés sont toujours sous le soleil. Les vieillards sont toujours sur les décombres. Et la colère, elle, continue de monter, inexorablement, comme une marée que personne ne semble vouloir arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et demain, ce que risque la Côte d'Ivoire si rien ne change, il est facile, quand on regarde une catastrophe humaine de ce genre, de se concentrer sur l'immédiat, sur les images choquantes, sur les larmes, sur les décombres, sur la douleur brute et visible de ceux qui ont tout perdu. C'est humain, c'est naturel. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de plus difficile. Nous allons regarder plus loin. Nous allons regarder demain. Nous allons regarder dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Parce que ce qui s'est passé dans ce quartier ivoirien n'est pas seulement une tragédie du moment présent. C'est une blessure profonde infligée au corps social d'une nation entière. Et les blessures profondes, quand on ne les soigne pas, quand on les ignore, quand on fait semblant qu'elles n'existent pas, elles s'infectent, elles se propagent, et elles finissent par menacer l'organisme tout entier. Voici ce que risque la Côte d'Ivoire si rien ne change. Voici ce que ces démolitions pourraient coûter à ce pays, bien au-delà des murs effondrés et des familles déplacées. Le premier risque, et peut-être le plus immédiat, c'est la fracture sociale. La Côte d'Ivoire est un pays qui a déjà connu des déchirures profondes. Un pays qui a traversé des crises politiques majeures, des conflits armés, des périodes de division douloureuses entre ses propres enfants. Un pays qui a payé très cher le prix de ses fractures internes. Et ce que ces démolitions produisent, c'est précisément le terreau de nouvelles fractures. Quand des populations entières voient l'État agir contre eux, elles avec brutalité et impunité, quand des citoyens ordinaires comprennent que leur dignité ne vaut rien face aux intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir, une ligne de rupture se creuse. Silencieusement, profondément. Entre ceux qui sont protégés par l'État et ceux qui en sont victimes. Entre ceux dont les droits sont respectés et ceux dont les droits sont bafoués. Cette ligne de rupture, si elle n'est pas comblée rapidement, peut devenir une fissure. Et une fissure peut devenir un gouffre. Le deuxième risque concerne la jeunesse. Et c'est peut-être là que réside le danger le plus sérieux à long terme. La Côte d'Ivoire est un pays jeune, démographiquement jeune. Une jeunesse nombreuse, dynamique, connectée, informée, et de plus en plus impatiente. Une jeunesse qui regarde ce qui se passe avec des yeux, lucide et qui tire des conclusions. Quand un jeune homme de 20 ans voit son père perdre en une matinée la maison qu'il a mis 20 ans à construire, sans compensation, sans recours, sans justice, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il retient de cette expérience? Il retient que le travail ne paie pas. Il retient que construire légitimement ne protège pas. Il retient que l'État n'est pas son allié. Il retient que les règles du jeu sont truquées. Et un jeune homme qui tire ces conclusions-là est un jeune homme que l'on a perdu. Un jeune homme vulnérable à toutes les formes de radicalisation, de désengagement civique, de rejet du contrat social. Le troisième risque est économique. On l'oublie souvent dans ces débats. Mais les quartiers populaires sont le moteur invisible de l'économie ivoirienne. Ces quartiers que l'on rase, que l'on expulse, que l'on déplace, sont des écosystèmes économiques entiers. Des marchés, des ateliers, des petits commerces, des prestataires de services informels qui font tourner l'économie du quotidien pour des millions de personnes. Quand on détruit un quartier populaire sans solution de remplacement, on ne détruit pas seulement des maisons, on détruit des emplois, on détruit des réseaux commerciaux, on détruit des chaînes d'approvisionnement informelles qui nourrissent des familles entières. Et les personnes déplacées, sans revenus, sans stabilité, sans adresse fixe, deviennent un fardeau pour l'État, qu'elles auraient pu contribuer à faire fonctionner si on les avait traitées avec dignité. Le quatrième risque est celui de la réputation internationale. La Côte d'Ivoire ambitionne de se positionner comme un modèle de développement en Afrique de l'Ouest. Abidjan veut être une métropole moderne, attractive pour les investisseurs, les touristes, les institutions internationales. Mais cette image de modernité et d'émergence est incompatible
avec des scènes de familles jetées à la rue sans préavis, de nouveau-nés exposés sous la pluie tropicale, de vieillards assis sur les ruines de leur vie. Ces images voyagent. Elles franchissent les frontières en quelques secondes. Elles atterrissent sur les bureaux des organisations internationales, des bailleurs de fonds, des partenaires diplomatiques. Et elles posent une question simple mais dévastatrice. Quel genre de pays fait cela à ses propres citoyens ?